Donc, en ce qui concerne cette partie, on est dans le processus de paix au Proche-Orient. Et dans le processus de paix, on a dit quelles sont les différentes étapes du processus de paix au Proche-Orient. Donc, on peut identifier plusieurs étapes dans le processus de paix au Proche-Orient. Parmi ces différentes étapes, on a en 1978 la signature des accords de Camp David. En 1978, la signature des accords de Camp David entre le président Anwar al-Sadat, qui était le président de l'Égypte, et le premier ministre israélien Menahem Begin. Donc ces accords ont permis quoi? Le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Égypte et les États-Unis, mais ça entraîne deuxièmement un cessez-le-feu entre l'Égypte et l'Israël. Donc depuis 1978, l'Égypte n'intervient plus dans les relations israélo-arabes à cause de la signature des accords de Camp David en 1978. Et la deuxième interrogation qu'on se pose est à savoir qu'est-ce qui a facilité les accords de Camp David. Et on a dit tout bonnement que si les accords de Camp David ont eu lieu, c'est grâce à la mort de Gamal Abdel Nasser. Car Gamal Abdel Nasser se considérait comme le principal défenseur du monde arabe. Donc lui, il était au Proche-Orient pour défendre l'intérêt général. Donc il se considérait comme le principal défenseur du monde arabe, la lutte pour la libération du monde arabe. Bref, on peut même dire que Gamal Abdel Nasser, il était le président de la Ligue arabe. La Ligue arabe qui a été créée en 1945. Donc c'était un mouvement de solidarité politique pour le monde arabe. Alors, mais malheureusement, après sa mort, son successeur, qui est Anwar al-Sadat, va prendre le contre-pied de Gamal Abdel Nasser. Comment il va prendre le contre-pied de Gamal Abdel Nasser? Il va défendre l'intérêt égyptien au détriment de l'intérêt général, c'est-à-dire de l'intérêt du monde arabe. Cela va lui pousser à aller négocier avec les États-Unis, à aller négocier avec l'Israël. Donc aux États-Unis même, donc en terre américaine, c'est là où les négociations ont eu lieu. Ce qu'on appelle Camp David, c'est un camp qui se trouve derrière le palais présidentiel, c'est-à-dire en Washington. C'est pourquoi on l'appelle Camp David. Donc deuxième étape du processus de paix, on a la signature des accords d'Oslo 1. La signature des accords d'Oslo 1 ont eu lieu le 13 septembre 1993. Quels sont les signataires de ces accords d'Oslo? En premier lieu, on a Yasser Arafat, qui était le chef de l'OLP, mais aussi on a le premier ministre de l'Israël qu'on appelait donc Yitzhak Rabin. Donc Yitzhak Rabin et Yasser Arafat ont signé pour la première fois et ils se sont rencontrés encore pour la première fois. Ils se sont serrés la main pour la première fois. C'est la raison pour laquelle les accords de Camp David ou bien la rencontre de Camp David, c'est une rencontre historique. C'est une rencontre que l'humanité retient donc durant toute l'histoire, car c'est la première fois où les Juifs, le premier ministre de l'Israël, a accepté de rencontrer un dirigeant de la Palestine, qu'ils se serrent la main, qu'ils se parlent entre eux, qu'ils mangent ensemble et qu'ils discutent pour retrouver la paix au Proche-Orient. Donc, ils ont discuté pour restaurer la paix au Proche-Orient, ne serait-ce que pour l'humanité, mais également pour la postérité du monde arabe et également du monde juif. Donc, ces accords d'Oslo ont eu, après les accords d'Oslo, plusieurs décisions ont été prises. Parmi ces décisions, je peux citer par exemple le cessez-le-feu entre l'Israël et la Palestine. Deuxième décision qui a été prise, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle. L'OLP reconnaît l'Israël comme État libre et indépendant, mais aussi Israël, représenté par Yitzhak Rabin, va reconnaître l'OLP comme le seul représentant de la Palestine, mais également qui a le droit d'exister et d'être indépendant. Donc à partir de ce moment, on peut parler de la reconnaissance mutuelle. Troisième décision, le représentant de la Palestine, Yasser Arafat, a accepté de créer un État palestinien sur 22% du territoire. Alors, face à cette décision, donc Yitzhak Rabin accepte de céder 22% des territoires donc, de la Palestine. Donc, c'est ça qui mettra fin à ces discussions. Malheureusement, après ces rencontres, on a prévu d'organiser Oslo II en 1995. Et après les accords de Oslo II, la rencontre de Oslo II, Yitzhak Rabin a été assassiné le 4 décembre 1995. Donc, la troisième décision, ou bien la troisième étape dans le processus de paix, nous avons
les accords de White Plantation en 1998. Et lors de ces accords de White Plantation, le premier ministre de l'Israël a accepté de retrocéder 13% des territoires occupés. L'Israël avait cédé 22% aux Arabes, mais lors des accords de White Plantation en 1998, le premier ministre de l'Israël accepte encore de céder 13%. Mais malheureusement, l'Israël n'a pas pu céder les 13%. Il a tout simplement cédé jusqu'à 2%. Il a arrêté de céder. C'est la raison pour laquelle la paix n'est pas encore retrouvée au Proche-Orient. Et parmi les étapes également, on peut citer ce qu'on appelle les accords de Camp David. Le deuxième sommet de Camp David en 2000. En l'an 2000, les Juifs et les Arabes se sont retrouvés encore pour discuter, pour restaurer la paix au Proche-Orient, ce qu'on appelle deuxième sommet de Camp David en 2000. Et dernière étape que je peux citer dans le processus de paix au Proche-Orient, c'est ce qu'on appelle la feuille de route des quartets. J'ai effacé tout à l'heure la feuille de route des quartets. Les quartets veut dire l'ONU, la Russie, l'Union européenne, les États-Unis. Les quatre s'engagent à restaurer la paix au Proche-Orient et ils vont s'engager à proposer plusieurs solutions et ce sont les solutions-là qui sont donc résumées sur ce qu'on appelle la feuille de route des quartets. Donc bref, la question palestinienne, en un moment donné, il y a un rapprochement des négociations, des pourparlers, des discussions pour restaurer la paix au Proche-Orient, ce qu'on appelle le processus de paix. Mais malheureusement, comme nous pouvons le voir, le processus de paix n'a pas abouti à la paix au Proche-Orient. Car malgré toutes ces négociations, malgré toutes ces tentatives de paix, la paix reste introuvable. Donc pourquoi la paix reste introuvable? Parce qu'il y a plusieurs obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Et parmi les obstacles, on a ce qu'on peut noter, les mouvements extrémistes. C'est-à-dire, dans le monde arabe, en Palestine, il y a des mouvements extrémistes qui ne sont pas d'accord aux négociations. Mais en même temps, en Palestine, il y a des mouvements extrémistes qui ne sont pas d'accord aux négociations. Et quels sont ces mouvements nationalistes? On peut citer deux, par exemple. En Palestine, il y a le Hamas. Le Hamas qui a été créé par Cheikh Ahmed Yassine en 1987, c'est un mouvement extrémiste qui ne veut pas négocier. Donc on les considère comme des djihadistes. Donc vous avez également en Israël les faucons qui n'acceptent pas de vivre ensemble avec les musulmans. Donc bref, l'existence de ces mouvements extrémistes qui s'opposent aux négociations, qui s'opposent à la solution à deux États, a fait que la paix reste introuvable jusqu'à maintenant au Proche-Orient. Et encore, deuxième obstacle, c'est le soutien américain à l'Israël. C'est-à-dire, l'Israël bénéficie du soutien des États-Unis. Depuis 1945 jusqu'en 1947, le partage de la Palestine, les États-Unis n'ont jamais cessé de soutenir l'Israël dans la guerre israélo-arabe. Par conséquent, l'Israël qui bénéficie du soutien des États-Unis n'accepte pas de respecter les résolutions. Si vous voyez bien, comme nous pouvons le constater nous tous, toutes les résolutions qui ont été prises, aucune résolution de l'ONU n'a été respectée. Et pourquoi? C'est l'Israël en premier lieu qui bafoue les règles. C'est l'Israël en premier lieu qui piétine les décisions. C'est l'Israël en premier lieu qui viole les accords ou bien les résolutions de l'ONU. Et parce que, non seulement parce qu'il a été soutenu par les États-Unis. Troisième obstacle, c'est ce qu'on appelle l'incapacité de l'ONU à faire respecter ses résolutions. L'ONU a pris plusieurs résolutions